Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Ouais, mais Kamel, 4 vidéos en 4 jours. Mais qu'est-ce que tu manges au retour? Alors mes amis, encore une fois, bombardez, likez, partagez, commentez vraiment au maximum, abonnez-vous, je compte sur vous, c'est très important pour l'algorithme. Donc mes amis, la dernière vidéo était assez relevée je crois, mais elle vous démontre une chose très claire, certains n'ont pas le niveau de compréhension nécessaire et se comportent exactement comme je l'ai décrit. Et les gars, sachez-le, vous ne me dérangez pas. Contrairement à d'autres que ça pourrait piquer, moi je vous connais très bien. Vous ne me faites ni chaud ni froid. Votre méchanceté ne fait ni chaud ni froid. Vous ne faites juste que confirmer à ceux qui regardent à quel point votre handicap émotionnel est vraiment aigu. Donc mes amis, on attaque avec ce nouveau sujet. Écoutez très bien. Je ne sais pas si ce sera la dernière vidéo sur ce sujet, peut-être pas parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais croyez-moi que celle-ci, elle vaut le détour. Imprimez-la bien et observez les faits dans les temps qui viennent. Je le redis, je ne suis pas devin, je suis juste un lecteur. Pour commencer, il y a une question que personne ne pose dans les cercles pro-iraniens. Et le simple fait qu'elle soit absente du débat depuis 45 ans devrait vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir sur la qualité intellectuelle de ce débat. Cette question est très simple. Pourquoi l'Iran a-t-il été laissé tranquille aussi longtemps? Pensez-y une seconde, sans émotion s'il vous plaît encore une fois, car les États-Unis ont envahi l'Afghanistan en octobre 2001. Et ils ont envahi l'Irak en mars 2003. Ils ont fait tomber Saddam en 21 jours. Ils l'ont sorti d'un trou dans le sol à Tikrit en décembre de la même année et ils l'ont pendu devant des caméras le 30 décembre 2006. Ils ont bombardé la Libye en mars 2011, transformé le pays le plus développé d'Afrique en état failli et Mouammar Kadhafi a fini lynché dans un fossé à Sirte en octobre de la même année avec une barre de fer dans le corps. La Syrie a été dépecée en 10 ans de guerre par procuration à partir de 2011 jusqu'à la chute d'Assad en décembre 2024. Chaque État de la région qui a levé la tête un peu trop haut a été décapité en moins d'une décennie. Chaque État, mes amis, sauf un seul. Le pays qui crie mort à l'Amérique depuis la révolution de 79. Le pays qui a pris en otage 52 diplomates américains pendant 444 jours entre novembre 79 et janvier 81. C'est précis mes amis car avec un tel sujet, il faut être précis. On parle du pays que chaque administration américaine depuis Carter désigne officiellement comme le principal parrain étatique du terrorisme. Le pays qui est enrichi de l'uranium à 60% selon les rapports de l'AIEA, un seuil qui fait que la différence entre un programme civil et une arme nucléaire se mesure en semaines et non en années. Ce pays-là est resté debout pendant 45 ans sans qu'une seule bombe américaine ne tombe sur son territoire. 45 ans mes amis, 11 présidents américains, 3 guerres du Golfe dans la région, des centaines de milliers de soldats américains déployés à ses frontières en Irak et en Afghanistan simultanément, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Iran était littéralement encerclé par l'armée la plus puissante de l'histoire humaine des deux côtés. Et personne n'a appuyé sur le bouton. Saddam Hussein n'avait pas d'armes nucléaires. On l'a pendu. Kadhafi avait volontairement renoncé à son programme nucléaire en décembre 2003 comme geste de bonne volonté envers l'Occident. On l'a lynché 8 ans plus tard. L'Iran, enrichi de l'uranium à des taux quasi militaires, il parraine ouvertement des milices dans 4 pays et organise chaque vendredi des manifestations où des foules scandent la mort de l'Amérique. Et il est toujours là. Alors soit les Américains sont devenus pacifistes, ce que personne ayant un minimum de neurones fonctionnels ne croit, soit l'Iran servait à quelque chose dans sa configuration actuelle et ce quelque chose était suffisamment précieux pour justifier un demi-siècle de patience de la part d'un empire qui n'a habituellement la patience de rien. Et c'est là que le pétrodollar entre dans l'équation. S'il vous plaît, ouvrez bien vos oreilles. En
En 1974, mes amis, dans le sillage de la crise pétrolière de 73 et de la fin de l'étalon or décidé par Nixon le 15 août 71, Washington et Riyad construisent le système qui va régir l'économie mondiale pendant 50 ans. Le mécanisme dont je vous parle est documenté et révélé en partie par John Perkins dans son livre Confession d'un tueur à gages économique qui est sorti en 2004 et confirmé par une requête Bloomberg via le Freedom of Information Act en 2016. En substance, l'Arabie Saoudite vend son pétrole exclusivement en dollars et réinvestit une part massive de ses revenus pétroliers en bons du Trésor américain. En échange, les États-Unis garantissent la sécurité militaire du royaume et la pérennité de la famille saoud. Tous les membres de l'OPEP emboîtent le pas avant la fin de 1975. Résultat, chaque pays de la planète qui veut acheter du pétrole doit détenir des dollars, ce qui crée une demande structurelle permanente pour la devise américaine. Ça finance les déficits budgétaires de Washington et ça permet aux États-Unis de maintenir 800 bases militaires dans le monde avec l'argent des autres. Le dollar ne tient pas parce qu'il est adossé à de l'or. L'or, c'est fini depuis 71. Le dollar tient parce qu'il est adossé au pétrole et le pétrole est adossé à la force militaire américaine. C'est un triangle et si vous retirez un côté, tout s'écroule. Dans ce système, l'Iran joue un rôle que nos handicapés émotionnels n'ont jamais compris parce que comprendre, ça demande de penser au-delà du slogan. L'Iran est très clairement l'épouvantail qui justifie l'architecture sécuritaire entière du Golfe. Sans la menace iranienne, pas de base d'Al-Ubaid au Qatar, la plus grande base américaine du Moyen-Orient. Sans menace iranienne, pas de quartier général de la 5e flotte à Bahreïn. Sans menace iranienne, pas de justification pour 350 milliards de dollars de contrats d'armement américains avec l'Arabie Saoudite depuis les années 70, ni pour les systèmes patriotes déployés aux Émirats, ni pour le dôme sécuritaire qui fait de chaque monarchie du Golfe un client captif de l'industrie militaire américaine. L'Iran qui crie mort à l'Amérique est le meilleur argument de vente de l'Amérique dans la région. C'est le loup que Washington montre aux moutons du Golfe pour qu'ils ne quittent jamais la bergerie. Et les moutons, ils paient la bergerie en dollars, en bons du trésor, en contrats d'armement et en soumission géopolitique. Tout le monde y gagne sauf les peuples comme d'habitude. Mais voilà ce qui a changé et c'est là que la guerre actuelle prend tout son sens. Depuis 2022-2023, les pays du Golfe ont commencé à bouger. L'Arabie Saoudite a rejoint les BRICS en janvier 2024. Le ministre saoudien des Finances a déclaré au forum de Davos en 2023 que Riyad était ouvert aux transactions en euros, en yuan ou en rial. La Banque centrale saoudienne a intégré le projet mBridge qui est une plateforme de monnaie numérique de la Banque des règlements internationaux avec la Chine, les Émirats et la Thaïlande qui permettrait des paiements pétroliers en contournant le système SWIFT et donc le dollar. La Chine est devenue le premier client pétrolier de l'Arabie Saoudite, absorbant plus de 20% de ses exportations. Chaque pas que Riyad fait vers Pékin est un pas qu'il fait en s'éloignant de Washington. Et chaque pas en s'éloignant de Washington est un centimètre de moins dans le socle du pétrodollar. Et c'est précisément à ce moment-là, pas avant, pas après, précisément à ce moment de fracture, que les bombes tombent sur l'Iran. Vous trouvez ça anodin? L'Iran n'est plus utile comme épouvantail vivant. Le Golfe commence à comprendre qu'il peut se passer de la bergerie américaine. Alors l'épouvantail change de fonction. De vivant, il devient mort. Et en tant que mort, il envoie un message infiniment plus clair que 45 ans de slogan. Le message, c'est le suivant. Regardez Téhéran. Regardez ce qui arrive quand on défie l'ordre américain. Vos BRICS, votre yuan, votre mBridge, regardez Téhéran et demandez-vous si le jeu en vaut la chandelle. Les frappes sur l'Iran ne sont pas un acte de guerre contre l'Iran, mes amis. C'est juste une lettre recommandée adressée à Riyad, Abu Dhabi, Doha et Ankara. Et le contenu de la lettre tient en une phrase. Le dollar ne se quitte pas.
il vous quitte. Maintenant qu'on a compris pourquoi les bombes tombent, il faut comprendre sur quel plan elles tombent. Ce n'est pas le plan militaire, c'est sur le plan stratégique. Celui qui a été écrit noir sur blanc 44 ans avant que la première bombe ne touche Téhéran et que personne n'a eu besoin de voler, d'hacker ou de deviner parce qu'elle a été publiée dans une revue officielle à Jérusalem par un ancien fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères israélien. En février 1982, un homme nommé Oded Yinon publie dans Kivunim, qui veut dire orientation en hébreu, qui est la revue du département d'information de l'Organisation sioniste mondiale, un article intitulé Une stratégie pour Israël dans les années 80. L'article fait une vingtaine de pages. Il a été traduit en anglais et commenté par Israël Shak, ancien président de la Ligue israélienne des droits de l'homme, et republié en octobre 82 par la revue d'études palestinienne. Ce n'est pas un document secret exfiltré par un espion, c'est un article académique publié dans une revue institutionnelle sioniste accessible à quiconque sait lire. Et ici, la thèse centrale de Yinon tient en deux propositions et je veux que vous les entendiez avec la même précision clinique avec laquelle elles ont été formulées. Premièrement, pour survivre en tant que puissance régionale, Israël doit devenir un empire. Deuxièmement, pour devenir un empire, Israël doit provoquer la dissolution de tous les États arabes voisins en mini-entités antagonistes fondées sur des lignes ethniques ou confessionnelles trop faibles et trop occupées à se battre entre elles pour représenter une menace. Et écoutez bien mes amis, Yinon l'écrit explicitement. Je vais paraphraser parce que la citation exacte est longue, mais le sens est sans ambiguïté. Écoutez-moi bien. L'éclatement de la Syrie et de l'Irak en régions déterminées sur la base de critères ethniques ou religieux doit être un objectif prioritaire à long terme pour Israël. L'Irak en particulier devrait être divisé en un État chiite au sud, un État sunnite au centre et un État kurde au nord. L'Égypte doit être affaiblie par l'exploitation de la fracture copte-musulmane. Le Liban est déjà un précédent de morcellement confessionnel qu'il faut étendre à toute la région et les minorités kurdes druzes, alaouites, chrétiens doivent devenir des satellites d'Israël, des alliés de circonstances trop dépendants de la protection israélienne pour la refuser. Maintenant mes amis, ouvrez les yeux et regardez une carte du Moyen-Orient en mars 2026. L'Irak divisé de facto en 3 zones depuis 2003. Un Kurdistan autonome au nord avec son propre gouvernement, son propre parlement et ses propres peshmergas. Des gouvernorats chiites au sud sous influence iranienne et des gouvernorats sunnites au centre dévastés par Daesh puis par les milices qui ont prétendu combattre Daesh. La Syrie fragmentée en au moins 4 zones. Un gouvernement de transition qui contrôle Damas et une partie du territoire, une zone kurde réduite autour de Kamishli et Hasakeh, une zone d'occupation turque au nord via l'armée nationale syrienne et un Golan élargi où Israël a détruit les capacités militaires syriennes et créé une zone tampon en profondeur à l'intérieur du territoire syrien. Ensuite, on a la Libye qui est coupée en deux depuis 2014 entre Tripoli à l'ouest et Benghazi à l'est, avec 2 gouvernements rivaux et des milices partout. On a le Yémen en guerre depuis 2014, divisé entre Houthis au nord et gouvernement au sud. On a le Soudan en guerre civile depuis avril 2023 entre l'armée et les forces de soutien rapide. Le Liban, État failli pris en otage, dont le sud est en cours d'annexion de facto par Israël. Donc mes amis, chaque État que Yinon ciblait en 1982 est soit détruit, soit fragmenté, soit neutralisé en 2026. Chaque ligne de fracture qui l'identifiait, sunnite contre chiite en Irak, alaouite contre sunnite en Syrie, copte contre musulmans en Égypte, kurde contre arabes partout, a été activée, exploitée et transformée en faille permanente. Et pour ceux qui diraient que ce sont des coïncidences, que l'article de Yinon est resté anecdotique, comme certains universitaires le prétendent, je vais leur offrir un deuxième document, parce qu'une coïncidence, ça arrive une fois. 2 coïncidences, c'est un schéma. Mais 3 coïncidences, c'est un plan. En 1996, un groupe d'études rattaché à l'Institut d'études stratégiques et politiques avancées, un groupe de réflexion néoconservateur israélo-américain, rédige un rapport destiné au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou,
fraîchement élu. Le rapport s'intitule, j'ouvre les guillemets, une rupture nette, une nouvelle stratégie pour sécuriser le royaume. Je referme les guillemets ici. Traduisez-le bien sûr en anglais si vous voulez le retrouver. Parmi ces auteurs, on a Richard Perle qui deviendra président du conseil de politique de défense de George Bush. On a Douglas Faith qui deviendra sous-secrétaire à la défense pour les politiques sous Bush. David Wormser qui deviendra conseiller de Dick Cheney. Ce rapport, mes amis, recommande explicitement le renversement de Saddam Hussein en Irak et une guerre par procuration contre la Syrie comme étape vers la sécurisation de la domination régionale d'Israël. Il recommande une rupture nette, a clean break, avec la philosophie des accords d'Oslo et un retour à une posture de force agressive. 7 ans plus tard, en mars 2003, les mêmes hommes qui ont rédigé ce rapport occupent des postes clés dans l'administration Bush et supervisent l'invasion de l'Irak. 8 ans après l'invasion, en 2011, la Syrie entre en guerre civile et commence à se fragmenter. Exactement selon les lignes que Yinon avait dessinées en 1982 et que le rapport Clean Break avait ciblé en 1996. Les auteurs du plan ont écrit le scénario, puis ils ont occupé les postes de pouvoir nécessaires pour le mettre en œuvre, puis ils l'ont mis en œuvre. Ce n'est pas une théorie du complot, mes amis, c'est une théorie de la continuité documentaire, traçable nom par nom, date par date, poste par poste, de la revue Kivunim de Jérusalem en 1982 au bureau ovale de Washington en 2003. Et la question que tout musulman devrait se poser en regardant cette séquence est la suivante. Si le plan prévoyait la fragmentation de l'Irak, de la Syrie, du Liban et de l'Égypte et que l'Irak, la Syrie et le Liban sont effectivement fragmentés en 2026, quelles sont les prochaines pièces sur l'échiquier? Parce que le plan Yinon ne s'arrête pas au pays déjà tombé. Il destine un espace de domination israélien qui va, dans sa version maximale, du Nil à l'Euphrate. Et si vous trouvez cette formulation excessive, sachez qu'en 2024, un soldat de Tsahal a été photographié portant sur son uniforme un badge représentant la carte du Grand Israël, incluant des territoires allant de l'Égypte à l'Irak, du Sud-Liban à Médine, et ce n'était pas sur un forum complotiste, mes amis. C'était sur un uniforme militaire et sur le terrain. Dans une zone d'opération, les gens qui portent ces badges ne les portent pas par ironie, mes amis. Et ceux qui écrivaient des plans en 1982 et les exécutent pendant 40 ans ne les écrivaient pas pour s'amuser. Maintenant, on va poser les pièces du puzzle une par une et vous allez voir qu'elles s'emboîtent avec une précision qui ne laisse aucune place au hasard parce que le hasard ne produit pas de géométrie. Et ce qui se passe au Moyen-Orient en 2026 a la précision d'un plan d'architecte dont on peut lire les cotes sur chaque mur. Commençons par le Sud-Liban parce que c'est la pièce la plus avancée, celle où le processus est déjà en cours sous nos yeux pendant que le monde regarde ailleurs. En octobre 2024, Israël lance ce qu'il appelle une offensive terrestre limitée et localisée dans le sud du Liban contre le Hezbollah. Après l'assassinat de Nasrallah en septembre 2024, la décapitation de l'essentiel de la chaîne de commandement du Hezbollah et 33 jours de bombardements intensifs, un cessez-le-feu est négocié par les Américains et entre en vigueur le 27 novembre 2024. Les termes de ce cessez-le-feu sont clairs. Le Hezbollah se retire du nord du fleuve Litani, à environ 30 km de la frontière israélienne. L'armée libanaise déploie 5000 soldats pour sécuriser la zone et Israël se retire du territoire libanais. Sur le papier, c'est un accord de paix. Dans la réalité, c'est un transfert de souveraineté déguisé en cessez-le-feu. Parce que voilà ce qui s'est réellement passé. Israël ne s'est pas retiré. En février 2025, Tsahal annonce avoir transféré la responsabilité des zones du Sud-Liban à l'armée libanaise. Sauf qu'il maintient 5 postes militaires stratégiques sur des hauteurs le long de la frontière. En avril 2025, le ministre israélien de la Défense Israël Katz déclare, et je veux que vous entendiez cette phrase avec la gravité qu'elle mérite, que les forces israéliennes resteront indéfiniment dans des zones de sécurité au Liban, à Gaza et en Syrie. Indéfiniment, mes amis, le mot est de lui, pas de moi. Il ne dit pas temporairement ou jusqu'à la fin des opérations, il dit indéfiniment. Et pendant ce temps, les frappes aériennes israéliennes continuent quotidiennement dans le sud Liban. Amnesty International, on en pense ce qu'on veut, documente en août 2025 un rapport dévastateur sur la destruction asymétrique de villages entiers dans la zone frontalière. Ils ne détruisent pas des bases militaires du Hezbollah, mais des villages, des maisons d'habitation, des terres agricoles, des infrastructures
l'infrastructure civile. Raser méthodiquement quartier par quartier pour créer un no man's land de facto, une terre brûlée où aucun civil ne peut revenir parce qu'il n'y a plus rien à quoi revenir. Et en janvier 2026, Amnesty International pose le mot exact sur ce qu'il se passe. La création d'une zone tampon à l'intérieur du territoire libanais par la destruction massive de propriétés civiles ne peut pas être justifiée par la nécessité militaire. Traduction, Israël annexe le sud du Liban par la destruction. Il ne plante pas un drapeau, il rase tout et il reste. Et pour ceux qui croient que j'exagère, je vous offre un détail que personne n'a relevé, mais qui dit tout. Fin novembre-décembre 2024, un groupe de colons israéliens d'extrême droite du mouvement Uri Zafon a tenté de franchir la ligne bleue, donc la frontière internationale. Ils l'ont fait pour établir une colonie dans le village libanais de Maroun al-Ras. L'armée israélienne les a dispersés. Pourquoi? Non pas parce que le projet était illégitime dans l'esprit de ces colons, mais parce que la zone était classée militaire. Les colons n'ont pas été arrêtés ni poursuivis. Ils ont juste été dispersés, comme on disperse des enfants impatients en leur disant « pas maintenant ». Plus tard. Et si vous connaissez l'histoire de la colonisation en Cisjordanie, vous savez que ce pas maintenant finit toujours par devenir maintenant. Les premières colonies de Cisjordanie en 67 ont aussi commencé par des groupes de civils enthousiastes que l'armée a d'abord dispersés avant de les protéger, puis de les légaliser, puis de construire des routes pour les relier, puis de bâtir des murs pour les sécuriser. Le schéma est identique, mes amis. Destruction de la zone, expulsion de facto de la population, maintien militaire temporaire qui devient indéfini, tentative de colonisation civile en parallèle et normalisation progressive dans l'indifférence internationale. Le sud Liban est la prochaine Cisjordanie et l'ironie de cette situation, c'est que le Hezbollah, qui était censé protéger le Liban sud, contre exactement ce scénario, a passé 20 ans à combattre des sunnites en Syrie pendant qu'Israël préparait méthodiquement l'annexion du territoire que le Hezbollah prétendait défendre. Maintenant, parlons des Kurdes et c'est la pièce que personne ne voit venir parce que tout le monde regarde les Kurdes comme un problème local alors qu'ils sont un levier continental. En janvier 2026, le gouvernement de transition syrien d'Ahmed al-Shara lance une offensive contre les forces démocratiques syriennes, les FDS, donc la coalition à dominante kurde, qui contrôlait un tiers de la Syrie à l'est de l'Euphrate. En quelques semaines, les FDS perdent 80% de leur territoire. Je sais pas si vous comprenez mes amis, mais vous commencez à comprendre pourquoi ce type a été placé là. Les tribus arabes de Deir ez-Zor et Raqqa se soulèvent contre l'administration kurde, les forces gouvernementales reprennent les champs pétroliers, les postes frontières avec l'Irak et les camps de prisonniers de Daesh. Les FDS se replient sur leur noyau dur, donc Kamishli, Hasakeh, Kobané, c'est-à-dire les zones à majorité kurde coincées entre la frontière turque au nord et le désert au sud. Et voilà ce qui est fascinant, mes amis. Cette offensive n'a été possible qu'avec le feu vert américain. Middle East Eye, qui est un média, rapporte en janvier 2026 que Washington a discrètement approuvé l'avancée de l'armée syrienne. C'était un signal de frustration croissante des Américains face au refus des FDS de s'intégrer dans les structures étatiques. L'envoyé américain Tom Barrack, qui a lui-même déclaré en juillet 2025 que les FDS, c'est le YPG et le YPG est un dérivé du PKK, a rencontré Al-Shara à Damas et les FDS à Erbil pour orchestrer un accord d'intégration. Les Américains qui ont armé, financé et combattu aux côtés des FDS pendant 10 ans contre Daesh, les lâchent au moment exact où ils n'en ont plus besoin. Exactement comme ils les avaient lâchés en octobre 2019 quand Trump avait retiré les troupes de la frontière turque pour permettre l'offensive d'Erdogan. Mais le plus révélateur, et c'est le détail qui connecte les Kurdes au plan de Yinon, c'est que Middle East Eye rapporte en janvier 2026 sur les liens entre les FDS et Israël que les FDS se sont rapprochés des réseaux de sécurité israéliens. Ils se sont rapprochés au point que l'un des objectifs déclarés de l'accord Damas-FDS est le suivant: affaiblir l'influence d'Israël sur les FDS. Est-ce que vous comprenez la mécanique?
mécanique. Israël cultive les Kurdes comme il a cultivé les Druzes du Golan, les phalanges chrétiennes au Liban dans les années 80, les Maronites dans les années 50, une minorité non arabe ou non sunnite suffisamment menacée par ses voisins pour accepter la protection israélienne en échange d'une allégeance stratégique. Les Kurdes de Syrie, coincés entre la Turquie qui veut les détruire, Damas qui veut les absorber et les Américains qui les abandonnent, se retrouvent dans la position exacte que Yinon avait décrite pour les minorités de la région, c'est-à-dire des satellites naturels d'Israël, trop vulnérables pour refuser l'offre. Et la Turquie regarde tout ça avec une angoisse existentielle que ses voisins ne comprennent pas toujours. Et je vous en avais déjà parlé dans une vidéo que peu ont comprise. On me parlait de hors-sujet, mais c'est pas grave. Erdogan n'est pas obsédé par le YPG et le PKK par paranoïa. Il est obsédé parce qu'il a lu la carte. 15 à 20 millions de Kurdes vivent en Turquie, soit 20% de la population. Un Kurdistan autonome ou indépendant à la frontière sud de la Turquie, à cheval entre la Syrie et l'Irak, soutenu par Israël et toléré par Washington, deviendrait un aimant pour le séparatisme kurde turc. Erdogan le sait, c'est pourquoi il a lancé l'opération Aurore de la Liberté via l'armée nationale syrienne en décembre 2024 et c'est pourquoi il insiste sur le démantèlement du YPG. C'est aussi pourquoi il a négocié simultanément avec le chef du PKK emprisonné Abdullah Öcalan, a appelé ses partisans à déposer les armes depuis sa prison tout en maintenant la pression militaire. La Turquie est le seul pays de la région qui combine la deuxième armée de l'OTAN, mes amis. Une rhétorique pro-palestinienne et une indépendance stratégique réelle vis-à-vis de Washington. Et c'est exactement le profil que le plan Yinon cible. Trop puissant pour être envahi, mais suffisamment vulnérable sur sa faille kurde pour être fragmenté de l'intérieur. Mes amis, ce que je suis en train de vous dessiner, ce n'est pas une théorie, c'est une carte. Le Liban Sud annexé de facto par Israël par la destruction de l'occupation indéfinie, les Kurdes utilisés comme levier de fragmentation de la Syrie, de l'Irak et potentiellement de la Turquie, le Golan élargi et militarisé en profondeur à l'intérieur du territoire syrien, Gaza rasé et vidé de sa population et au centre de tout ça, Jérusalem, où chaque pierre déplacée rapproche le troisième temple. Chaque pièce est posée, chaque mur est construit, mes amis. Et pendant que les pièces se posent, les uns crient mort à l'Amérique depuis Téhéran et les autres crient mort aux vendus sunnites depuis leur canapé. Et personne ne regarde le plateau. Maintenant, on va assembler le puzzle et je préviens, une fois que vous verrez l'image complète, vous ne pourrez plus jouer la carte de l'ignorance. C'est comme ces illusions d'optique où une fois que votre cerveau a identifié le visage caché dans le dessin, il est impossible de revenir au dessin sans le visage. Ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes, vous le verrez dans chaque journal télévisé, dans chaque gros titre, dans chaque déclaration diplomatique pour le reste de votre vie et vous vous demanderez comment vous avez pu regarder les mêmes événements pendant des années sans voir ce qu'ils dessinaient. Maintenant mes amis, reprenons les pièces une par une. Pièce numéro 1, le pétrodollar se fissure parce que les pays du Golfe diversifient leurs alliances vers la Chine et les BRICS. Pièce numéro 2, les frappes sur l'Iran arrivent à ce moment précis, neutralisant le dernier acteur régional à capacité militaire significative tout en envoyant un message aux monarchies du Golfe, restez dans le dollar ou regardez ce qui vous attend. Pièce numéro 3, le plan Yinon de 1982 et le rapport Clean Break de 96 dessinent explicitement la fragmentation du monde arabe comme condition de la survie et de l'expansion d'Israël. Pièce numéro 4, le Sud-Liban est en cours d'annexion de facto par destruction systématique et occupation indéfinie. Pièce numéro 5, les Kurdes servent de levier de fragmentation permanent en Syrie, en Irak et potentiellement en Turquie avec des liens documentés avec les réseaux de sécurité israéliens. Pièce numéro 6, le Golan est élargi en profondeur, Gaza est rasé et la Cisjordanie est grignotée colonie par colonie depuis 57 ans. Les frappes sur l'Iran arrivent à ce moment précis, neutralisant le dernier pion de la région tout en envoyant un message aux monarchies du Golfe. Les défenses aériennes sont déviées vers Israël, ce qui laisse les monarchies du Golfe complètement abandonnées, leur envoyant un signal, restez dans le dollar ou regardez ce qui vous attend. Maintenant, posez ces 6 pièces sur une table et regardez ce qu'elles dessinent. Elles dessinent une carte et cette
carte a un nom que tout le monde connaît, mais que personne ne prend au sérieux, parce que le prendre au sérieux obligerait à remettre en question absolument tout ce qu'on croit savoir sur les conflits régionaux du Moyen-Orient. Cette carte, mes amis, s'appelle le Grand Israël, du Nil à l'Euphrate. La terre promise dans sa version maximale, celle que Théodore Herzl notait dans son journal en 1897 quand il écrivait du ruisseau d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Celle que David Ben Gourion évoquait dans une lettre à son fils Amos le 5 octobre 1937, celle que Moshe Dayan projetait devant la jeunesse sioniste sur le Golan en juillet 68 quand il annonçait que les frontières du jour n'étaient pas les dernières et qu'elles s'étendraient au-delà de la Jordanie, jusqu'au Liban et à la Syrie centrale. Et celle qu'un soldat de Tsahal portait sur son uniforme en 2024 sous forme de badge sur le terrain et en opération. Une carte incluant des territoires allant de l'Égypte à l'Irak, du sud Liban à Médine en Arabie Saoudite. Et quand vous posez cette carte sur la carte réelle de 2026, la superposition est vertigineuse. Le sud Liban jusqu'au fleuve Litanie dans la zone de contrôle israélien. Le Golan syrien élargi sous contrôle israélien. Gaza rasé et sous contrôle israélien. La Cisjordanie colonisée à 65% et sous contrôle militaire israélien. Le nord-est de la Syrie fragmenté avec des Kurdes liés à Israël. L'Irak divisé en trois avec un Kurdistan autonome ayant des relations commerciales et sécuritaires avec Israël depuis des décennies, y compris des vols directs entre Erbil et Tel Aviv. Chaque État tampon entre Israël et les frontières du Grand Israël est soit détruit, soit fragmenté, soit neutralisé, soit occupé. Ce n'est pas une coïncidence, mes amis. Les coïncidences ne produisent pas une géométrie parfaite sur 40 ans, alignée document par document, avec des plans publiés, rédigés par des hommes identifiables qui ont ensuite occupé les postes nécessaires pour les exécuter. Et c'est là que la mascarade iranienne prend sa dimension la plus grotesque. Parce que quand vous regardez cette carte, quand vous voyez le Grand Israël se dessiner morceau par morceau depuis 40 ans, vous réalisez que l'Iran n'a jamais été un obstacle à ce projet. L'Iran a été un accélérateur. Chaque intervention iranienne dans la région a produit exactement le résultat que le plan Yinon recherchait. L'Iran intervient en Irak via les milices chiites. Résultat, l'Irak est fragmenté sur des lignes confessionnelles. Les sunnites sont massacrés. Le pays ne sera plus jamais un État unitaire capable de menacer Israël. L'Iran intervient en Syrie via le Hezbollah et Soleimani. Résultat, la Syrie est détruite. 500 000 morts, 13 millions de déplacés. Le pays ne sera plus jamais la puissance militaire qu'il était sous Assad père. Et Israël en profite pour élargir son emprise sur le Golan. L'Iran finance les Houthis au Yémen. Résultat, le Yémen est la pire crise humanitaire au monde et ne menacera plus jamais personne pendant 3 générations. L'Iran arme le Hezbollah au Liban. Résultat, le Liban est un État failli. Le Hezbollah a servi de prétexte à 6 invasions israéliennes depuis 1982 et le sud du pays est en cours d'annexion. Vous voyez un peu le schéma? Chaque fois que l'Iran résiste, le pays dans lequel il résiste est détruit et Israël s'agrandit. Chaque fois que le Hezbollah combat entre guillemets, le Liban recule et la zone tampon israélienne avance. Chaque fois que les milices libèrent entre guillemets, les sunnites sont massacrés et l'État qui les abritait est fragmenté conformément au plan d'un ancien fonctionnaire des affaires étrangères israéliennes qui a eu la courtoisie de tout publier dans une revue en 1982. L'Iran n'est pas l'antidote au projet sioniste, mes amis. L'Iran est le solvant. C'est l'acide que vous versez sur une structure pour la dissoudre de l'intérieur et l'acide ne sait pas qu'il travaille pour celui qui l'a versé. Il croit qu'il agit de sa propre volonté parce que brûler, c'est dans sa nature. Et pour ceux qui me diront « Mais l'Iran a été frappé en février 2026, preuve qu'il était un vrai ennemi. » oui, il a été frappé, mais quand est-ce qu'elle a été frappée? Après avoir accompli l'essentiel de son travail. L'Irak fragmenté, c'est fait. La Syrie est détruite, Assad est tombé, c'est fait. Le Liban est neutralisé, le Hezbollah est décapité, Nasrallah est mort, c'est fait. Le Yémen est en cendres, c'est fait. Le pétrodollar a besoin d'un rappel à l'ordre pour les monarchies du Golfe qui regardent vers Pékin, c'est fait. 45 ans d'impunité et les bombes tombent précisément quand l'épouvantail a fini de remplir sa fonction. On ne détruit pas un outil quand il est utile. On le détruit quand il a fini le travail ou quand il commence à devenir
devenir encombrant. Maintenant, posez-vous la question finale, celle qui relie tout au troisième temple et à ce que nous avons exploré dans les vidéos précédentes sur la connexion entre Cyrus le Grand, l'Iran et le premier temple reconstruit avec l'argent perse. Si le premier temple a été reconstruit grâce à la Perse antique, par Cyrus en 539 avant l'ère commune, comme nous l'avons détaillé, et si les conditions de construction du troisième temple exigent la neutralisation de tous les obstacles régionaux, l'établissement de la souveraineté totale sur Jérusalem et la soumission ou la destruction de chaque État pouvant s'y opposer, alors regardez autour de vous et dites-moi quel État est encore capable de s'opposer. L'Irak détruit, la Syrie fragmentée, le Liban neutralisé, l'Égypte sous perfusion américaine tenue en laisse par 1,3 milliard annuel d'aide militaire conditionnée à la paix avec Israël. La Jordanie, on l'a vu, signataire de Wadi Araba, collaboratrice assumée, l'Iran frappé en février 2026, son leader suprême éliminé, son programme nucléaire ciblé et l'Arabie Saoudite en négociation de normalisation. La Turquie encerclée par le dossier kurde et membre de l'OTAN, c'est-à-dire liée à l'alliance qui protège Israël. Mes amis, le terrain est en train d'être nettoyé, pas dans un siècle ni dans une génération, c'est maintenant et sous nos yeux. Chaque obstacle est retiré un par un. Chaque État est neutralisé ou fragmenté, chaque mur est abattu, chaque route est ouverte et pendant que le terrain se nettoie, des millions de musulmans passent leur temps à se demander s'il faut être pro-iranien ou pro-saoudien, comme des spectateurs qui se disputent sur la couleur du rideau pendant que la scène est démontée derrière eux. Et maintenant, je vais parler directement à toi, pas au public en général ou à une audience abstraite, je parle bien de toi, le sunnite en France, celui qui me regarde depuis son téléphone dans le RER ou depuis son canapé à Argenteuil, à Vénissieux, à Marseille-Nord, à Sevran, toi qui passes tes soirées à commenter des vidéos géopolitiques sur TikTok avec l'hashtag Free Palestine, toi qui traites les Saoudiens de vendus entre deux stories Instagram, toi qui partages des clips de Nasrallah avec un nachid en fond sonore en croyant que tu fais de la résistance depuis ton forfait Free à 19,99. C'est à toi que je parle et ce que je vais te dire va piquer. Mais c'est précisément parce que ça pique que tu as besoin de l'entendre. Tu passes ta vie à traiter les pays du Golfe de traîtres, l'Arabie Saoudite vendue, les Émirats vendus, le Qatar vendu, le Koweït vendu, ce qui est vrai, mais tu craches sur ces pays avec une constance qui forcerait l'admiration si elle était appliquée à quelque chose d'utile. Et tu le fais avec la certitude absolue d'un homme qui pense avoir compris la géopolitique mondiale parce que 300 personnes ont liké son commentaire. Mais je vais te poser une question que tu ne t'es jamais posée parce que la poser te forcerait à faire un travail que tu refuses depuis des années. Le travail de te regarder toi-même avec la même sévérité que tu appliques aux autres. La question c'est la suivante. Grâce à qui tu portes ton nom? Ton nom c'est Mohamed ou Ahmed ou Youssef ou Ibrahim ou Moussa, Abdullah, Omar, Ousmane, Aïcha pour ta sœur ou Khadija pour ta mère. Ces noms ne sont pas tombés du ciel. Ces noms te viennent d'une chaîne de transmission ininterrompue qui part des compagnons du prophète Ali Salatu Salam, traverse 14 siècles de civilisation sunnite, passe par les savants malikites du Maghreb et arrive jusqu'à ton grand-père qui priait sur sa peau de mouton dans un village de Kabylie, du Rif ou de la Shawiya sans avoir jamais entendu parler de Qom, de Nadjaf, de Velayat ou de l'Ayatollah Khomeini. Tes ancêtres étaient malikites. Leur référence était Malik ibn Anas, pas Ja'far al-Saddiq. Leur allégeance spirituelle allait aux 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali, dans cet ordre et avec ce respect, pas à une théologie qui considère les 3 premiers comme des usurpateurs ayant volé le pouvoir de la famille du prophète Ali salatu salam. Et toi, en une génération, une seule, même pas deux, à coup de clips du Hezbollah sur YouTube, de montage TikTok avec des nashids chiites que tu ne comprends même pas parce qu'ils sont en farsi, des vidéos émotionnelles montrant des processions d'Ashura que tes grands-parents n'ont jamais pratiquées de cette manière, de discours de Nasrallah sous-titrés avec des effets dramatiques, toi, en une génération, tu es en train de glisser vers une grille de lecture chiite sans même t'en rendre compte. Tu ne lis pas de théologie chiite, tu ne connais pas la doctrine de l'imama, tu ne sais pas ce que le chiisme duodécimain dit exactement sur Abu Bakr et Omar, et le jour où tu le découvriras, le jour où tu liras ce que certains textes chiites classiques disent sur Aïcha, la mère des croyants, celle dont ta sœur porte peut-être le nom, alors tu comprendras la profondeur du fossé dans lequel tu es en train de tomber les yeux fermés en croyant que tu faisais
faisait de la géopolitique. Et Allah est témoin que tout ça se paiera très cher le jour des comptes. Laissons les sujets qui nous dépassent, et moi le premier, là où ils devraient rester. Vous insultez le sunnisme par la faute de dirigeants corrompus d'aujourd'hui dont les anciens nobles et valeureux ne sont pas responsables. Tu ne deviens pas chiite par la doctrine, cher ami. Tu deviens chiite par l'émotion. Tu adoptes les héros chiites sans le savoir. Tu adoptes le récit chiite de la victimisation sacrée. Hussein trahit à Kerbala, la famille du prophète persécuté, l'injustice fondatrice, et tu la transposes sur l'Iran contemporain en te disant eux aussi ils sont persécutés, eux aussi ils résistent, eux aussi ils sont trahis par les leurs, et tu adoptes les ennemis chiites. Les Omeyyades deviennent les Saoudiens, Yazid devient MBS, et toi tu deviens Hussein sans avoir ouvert un seul livre d'histoire qui t'aurait appris que les Omeyyades ont construit la mosquée Al-Aqsa que tu prétends défendre et que le califat omeyyade a porté l'islam de l'Espagne à l'Inde. Tu adoptes la cosmologie chiite tout entière, le monde divisé entre oppresseurs et opprimés, l'attente du sauveur caché, la martyrologie comme identité, et tu appelles ça soutenir la résistance. Mais ce n'est pas de la résistance, mon ami. C'est une conversion à bas bruit. Un chiisme sans mosquée et sans mollah. Un chiisme qui ne dit pas son nom parce qu'il n'a même pas conscience de lui-même. C'est le cheval de Troie le plus réussi de l'histoire de la propagande religieuse. Un chiisme qui entre dans les foyers sunnites déguisé en géopolitique et qui ressort avec les clés de la maison. Tu peux être frustré en voyant l'opulence des monarchies du Golfe parce que c'est elle le carburant de tout ce que je viens de décrire. Et je vais en parler avec l'honnêteté que tu mérites. Je ne le fais pas par complaisance que les réseaux sociaux te donnent. Le contraste entre les tours de verre de la marina et les quartiers de la banlieue en France est réel. Le sentiment que ces monarchies nagent dans le pétrole pendant que ta famille se bat pour un appartement HLM, ça aussi c'est réel. Je ne minimise rien de tout ça, mais voilà ce que la propagande iranienne a fait de cette douleur et c'est un chef-d'œuvre de manipulation. Je le dis sans ironie. L'Iran a identifié ta blessure avec une précision chirurgicale. Il a enfoncé le doigt dedans et il t'a dit, tu vois ces riches du Golfe qui te méprisent. Nous aussi on les déteste, rejoins-nous. Et toi tu as signé émotionnellement sans lire le contrat. Tu n'as pas vérifié comment l'Iran traite ses propres minorités. Les Arabes du Khuzestan, arabophones, sunnites pour beaucoup, dont la province regorge de pétrole et qui vivent dans une pauvreté que les bidonvilles de Casablanca ne connaissent pas. Les Barouches sunnites du Sistan exécutés chaque année dans l'indifférence totale de tes influenceurs pro-résistance. Les Kurdes iraniens dont les villages sont bombardés par les mêmes gardiens de la révolution que tu glorifies sur tes stories. L'Iran traite ces minorités sunnites avec un mépris qui fait passer le système de kafala du Golfe pour un programme d'échange Erasmus. Sauf que toi, tu ne le sais pas parce que l'algorithme ne te montre pas les pendaisons de Balouch à Zaïdan. Il te montre les missiles du Hezbollah avec de la musique dessus. Tu as laissé ta frustration légitime contre le Golfe devenir la porte d'entrée d'un récit qui n'est pas le tien, d'une théologie qui n'est pas la tienne, d'un camp qui ne te veut aucun bien. L'Iran n'est pas l'anti-Golfe. L'Iran est l'autre face de la même pièce, un empire confessionnel qui instrumentalise ta douleur exactement comme les Américains instrumentalisent le mot démocratie. Quand l'Amérique dit démocratie, elle veut dire nos intérêts. Quand l'Iran dit résistance, il veut dire notre expansion. Et toi, coincé entre les deux, tu crois choisir un camp, alors que les deux camps t'utilisent comme carburant et te jetteront quand le réservoir sera vide. Je vais terminer cette vidéo, mes amis, par quelque chose que je ne dis pas souvent parce que je préfère l'analyse à l'émotion, mais il y a des moments où l'émotion est le seul véhicule capable de porter un message, là où l'analyse ne peut pas aller. Et ce moment en est un. Tout ce que je vous ai montré dans cette série de vidéos, les frappes sur l'Iran, le pétrodollar, le plan Yinon, le Liban Sud, les Kurdes, le Grand Israël, les milices, les massacres, la Palestine utilisée comme couverture, tout ça converge vers un seul point, un seul endroit sur la carte, un seul bâtiment qui n'existe pas encore, mais dont les plans sont prêts et les fondations sont en train d'être dégagées. Je vous parle bien sûr du troisième temple à Jérusalem. Tout ce qui se passe dans la région depuis 40 ans, chaque guerre, chaque invasion, chaque fragmentation, chaque printemps arabe, chaque milice créée et détruite, tout ça, mes amis, n'est que du terrassement. On prépare le terrain, on retire les obstacles, on nettoie les parcelles, et quand la dernière parcelle sera nettoyée, quand le dernier obstacle sera retiré, quand le dernier état sera neutralisé, ce jour-là, quelqu'un posera la première pierre. Le prophète Ali salatu salam nous a prévenus. Les signes sont là,
alignés, datés, vérifiables, tout ce que vous voulez. Et ils ne demandent qu'une seule chose pour être lus, c'est des yeux qui regardent sans filtre de camp, sans équipe, sans allégeance à un État qui ne vous a jamais appartenu et qui ne vous appartiendra jamais. Je vous l'ai déjà dit, ni l'Iran, ni le Golfe, ni la Turquie, ni l'Amérique ne sont votre camp. Votre camp, c'est la vérité et la vérité n'a pas de drapeau. Je vous dis à très bientôt mes amis, prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.